Merci beaucoup, merci enchanté à tous. Patrice Clou, je suis conseiller en fusion et acquisition d'entreprise, spécialisé dans la vente de PME de 5 à 100 millions d'euros de valorisation. On intervient parfois sur des sociétés un petit peu plus petites et notre ambition, c'est d'augmenter la valeur des entreprises, des dirigeants qui nous missionnent. On va être très impliqué dans la préparation de l'opération, le conseil aux dirigeants pour les aider à gagner en- en pérennité, en bonheur, en efficacité, en productivité dans leur travail et dans leur vie personnelle. Et il y a souvent des petites choses à faire qui permettent de faire des gains considérables. Et on aide aussi des entreprises à se transformer avant l'opération capitalistique et on leur donne des conseils pour augmenter la valorisation de l'intérieur. Au final, notre métier, c'est la cession d'entreprise, c'est-à-dire qu'on est rémunéré quand il y a une opération capitalistique. On va refuser en général les missions qui nous sont données pour faire uniquement du conseil. Parce que si derrière, il n'y a pas une opération capitalistique, on n'est pas dans notre élément. Et quand on va créer de la valeur, c'est pour une opération capitalistique. Une opération capitalistique, c'est soit une cession d'entreprise, soit une cession partielle, soit une session LBO, BO, FBO, MBI, MBO. Ça veut dire qu'on va vendre la société à un holding dans lequel on va avoir des actionnaires et une dette bancaire. Et les actionnaires, dans le cas d'un OBO ou d'un FBO, Family Buyout ou Owner Buyout, c'est le dirigeant lui-même qui devient actionnaire de la société, ce qui permet aux dirigeants d'avoir vendu la société, mais d'en rester actionnaire et dirigeant. C'est une différence très importante par rapport à une cession d'entreprise classique dans laquelle le dirigeant vend sa société et ne reste pas actionnaire. Donc, ce matin, on a dit... Excuse-moi, Patrice, parce que le sujet revient souvent. Donc, c'est le montage, en fait, que tu préconises, le OBO. Alors, on ne peut pas le préconiser dans l'absolu pour tous les dirigeants. Maintenant, il se trouve que c'est très adapté pour beaucoup de dirigeants. Ok. Et donc, quand on présente l'OBO, la majorité des dirigeants le réalisent. Mais la majorité, ça ne veut pas dire la totalité. Donc, il y a des cas où je ne le préconise pas et il y a des cas où ce n'est pas possible. Donc, l'OBO, owner buyout, c'est-à-dire que c'est le propriétaire qui vend la société à un holding dans lequel il va être actionnaire. Première chose qui est nécessaire pour faire un OBO, pour mettre en place la dette bancaire, il faut qu'il y ait une rentabilité des cash flows réguliers et futurs, pérennes dans le temps, pendant la période de l'opération. Donc, si jamais on n'est pas capable de démontrer qu'on a des cash flows futurs certains, on ne va pas mettre d'OBO en place. Donc, la première chose, c'est les cash flows, c'est-à-dire que la société soit rentable avec des cash flows positifs importants, donc historiquement pérennes, réguliers, mais aussi dans le futur. Et donc, si on met en place une dette sur 7 ans auprès des banques, il faut qu'on ait un cash flow. Par exemple, si demain, on emprunte 5 millions d'euros, ça veut dire qu'on va rembourser 800 000 euros par an. Il faut qu'on ait des cash flows nettement supérieurs à 800 000 euros chaque année, c'est-à-dire par exemple 1,5 million pour avoir une marge de sécurité, ou au moins entre 1 million et 1,5 million, de telle sorte que la banque soit totalement rassurée. Donc, une fois qu'on a vérifié qu'on avait des cash flows positifs certains importants, et qu'en plus on a un dirigeant qui a envie de continuer un petit peu l'aventure, d'avoir une part du projet futur, dirigeant ou pas dirigeant, une part des actions futures, des associés probablement, parce que faire un OBO tout seul, c'est c'est pas toujours aussi efficace. Voilà, il y a quand même des contraintes à respecter. Une fois qu'on a envie de continuer l'aventure, d'être associé, on a des cash flows positifs futurs, récurrents, eh bien, oui, je vais le recommander, même si le dirigeant, au début, il est réservé, il n'y est pas favorable. Et donc,
Le sujet de ce matin, c'est la valorisation d'entreprise. Et par l'OBO, en général, on augmente très fortement la valorisation de l'entreprise. Et ça, on va le voir tout à l'heure. On l'augmente comment? De plusieurs manières. Alors, j'ai dit qu'on allait voir tout à l'heure, mais je vous donne déjà quelques éléments pour préparer les informations qu'on aura tout à l'heure. Eh bien, quand on voit une entreprise et qu'un dirigeant s'en va suite à la cession d'entreprise, ce qui est classique quand une société est vendue, eh bien, le départ du dirigeant, c'est une grosse décote pour l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise sans le dirigeant vaut beaucoup moins cher en général que l'entreprise avec le dirigeant. Et c'est pour ça qu'en général, la société vaut moins cher sans le dirigeant et donc quand elle est cédée à un tiers et donc elle vaut plus cher quand c'est un OBO et quand le dirigeant reste dans l'entreprise, réinvestit une partie du prix de vente. Là récemment, j'avais un dirigeant, il a eu une quinzaine d'offres. On a mis en place un appel d'offres compétitif. Il voulait vendre sa société 5 millions d'euros. On a eu 15 offres entre 5 et 7 millions d'euros. Donc, on aurait pu vendre la société 7 millions d'euros. Et grâce à l'OBO, on a augmenté la valeur à 21 millions d'euros. Et sur ces 21 millions d'euros, il a utilisé 7 millions d'euros pour racheter 50% du capital du holding. Donc, il lui est resté 14 millions d'euros. Donc, il a vendu sa société 21, donc 14 de cash immédiat et 7 millions qu'il a réinvesti dans la société, comparé aux 7 millions d'euros qu'il aurait touché s'il avait vendu la société. Donc, on a multiplié par 3 la valeur de la société, dont x2 immédiatement. Et les 7 millions qu'il a réinvestis, demain, peut-être que ça vaudra encore 14. Donc, peut-être qu'il aurait fait x4. Donc, ça, c'est un exemple dans lequel la valorisation de l'entreprise a été très fortement augmentée grâce à l'OBO. Et d'où le fait que je conseille l'OBO parce que on voit que dans ce cas-là, et comme dans beaucoup de cas, ça fait exploser la valeur de l'entreprise. Donc, une petite présentation. Merci de m'avoir partagé l'écran. Donc, entreprise des décisions, 30 ans déjà. L'art de sublimer la valeur de la société et, entre autres, par l'OBO. On a rappelé nos 4 métiers, coaching dirigeant, conseil en stratégie, conseil en organisation, option gratuite, conseil juridique par les avocats et conseil en fusion-acquisition, appel d'offres compétitif pour vendre la société. Une équipe pluridisciplinaire et des directeurs de mission, des chargés d'affaires. À la fois la méthode Ikigai qui permet aux dirigeants de bien mieux se connaître et d'arrêter de perdre du temps sur des choses qu'ils n'aiment pas faire, qu'ils ne savent pas faire ou qui ne créent pas de valeur, et donc l'aider à se concentrer uniquement sur ce qu'il aime faire, ce qu'il sait faire de mieux et qui crée de la valeur. Et donc, en général, on va lui libérer la majorité de son temps et ce temps libéré va être réalloué soit pour mieux dormir, dormir davantage, s'occuper de ses passions, sa famille, ses enfants, faire des voyages et aussi travailler un petit peu plus sur les sujets qui créent de la valeur. Des dirigeants qui aiment faire du commerce et pas gérer les salariés, eh bien, il va créer beaucoup plus de valeur à aller chercher des clients plutôt que de gérer les ressources humaines. Et donc, une fois qu'on a libéré du temps du dirigeant, on va passer au recrutement. Donc, on va s'occuper de recruter peut-être un directeur général, un directeur d'exploitation, un DAF, pour le remplacer dans tous les sujets qui ne vont pas, mettre en place des logiciels pour automatiser certains processus, lui faire gagner du temps et faire du gain du temps à toute l'entreprise et aussi rendre la société plus récurrente. C'est comme ça qu'on fait aussi augmenter la valeur de la société. Dans la vente de l'entreprise, il y a aussi la fiscalité. Et donc, si on paye moins d'impôts, c'est aussi de l'argent gagné. Et donc, on va aussi, en général, gagner de l'argent en optimisant la fiscalité. Alors, la valorisation d'une entreprise, il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est les multiples. Les multiples, c'est multiple de chiffre d'affaires, multiple de rentabilité, multiple de résultat net, multiple de marge brute, multiple du nombre de clients. Donc, on dit qu'une société vaut 5-6 fois sa rentabilité, 2 fois son chiffre d'affaires, 20 000 euros par client, 200 000 euros par ingénieur. Voilà, ça, c'est les multiples. Donc, on va prendre des sociétés comparables qui se sont vendues dans le même secteur d'activité, de la même taille, et on va dire, voilà, quel est le bon multiple.
Ensuite, il y a deux autres méthodes qui sont la méthode des discounted cash flow, donc les DCF, les cash flows futurs actualisés aujourd'hui. On va faire un budget, un business plan, on va actualiser aujourd'hui et on va actualiser par un taux d'actualisation. Troisième méthode, l'actif net réévalué. Donc, on va faire la somme de tous les actifs de l'entreprise et la somme de toutes les dettes actualisées à aujourd'hui et ça va donner une certaine valeur. En général, c'est une valeur assez faible. Et puis, la quatrième méthode, qui n'est pas une méthode classique, mais c'est la méthode qu'on applique, c'est la méthode des financements. C'est la somme de tous les financements qu'on peut obtenir. On va en parler tout à l'heure. Ensuite, il va y avoir des surcotes et des décotes qu'on va appliquer. Donc, si le dirigeant reste, par exemple, ça peut être une surcote. Mais si le dirigeant s'en va, ça peut être une décote. Si la société est dépendante d'un client, ça va être une décote. Si la société a fait de l'innovation, a investi en recherche et développement, fait une forte croissance à l'international, tout ça, ça va être une surcote. Donc, on analyse chaque détail de l'entreprise et on va dire moins 10% pour ça, plus 10% pour ça. C'est comme quand on valorise un appartement. En général, quand il y a vue sur mer, c'est une surcote. Quand on est en souplex, c'est une décote. Quand la cuisine n'est pas à côté du salon, bah, c'est une décote, etc. Ça, c'est l'historique des multiples de valorisation des dernières années sur les grosses ETI européennes. Et donc, on voit qu'en moyenne, aujourd'hui, les sociétés valent 9 fois l'EBITDA. L'EBITDA étant l'EBE plus quelques retraitements, excédent brut d'exploitation. Et on voit que les multiples ont un petit peu baissé depuis 4 ans, mais on reste dans la bonne moyenne depuis 10 ans. Depuis 10 ans, les moyennes, c'est 9 fois l'EBITDA. Sur les petites entreprises, on descend à 5 fois l'EBITDA. Donc là, c'est une décote de taille. Par rapport à la taille de l'entreprise, plus la société est petite, plus la valeur est faible. Et ensuite, on a des différences sectorielles. Dans le digital, l'informatique, la santé, on est plutôt à 8 fois l'EBITDA. Et pour les entreprises de construction, commerce, à 3-4 fois l'EBITDA. Société de services, industrie, agroalimentaire, 5-6 fois l'EBITDA. Voilà la décote de taille. Plus la société est petite, moins elle vaut cher. Et plus elle est grosse, plus elle vaut cher. Exemple, dans le secteur du nettoyage industriel, là, on a regardé toutes les valorisations qui ont eu lieu ces dernières années. Eh bien, on voit qu'il n'y a pas de règle. En bas, vous avez en abscisse le chiffre d'affaires. Et donc, les sociétés de 1 million de chiffre d'affaires se sont vendues entre 0 et 25% du chiffre d'affaires. Il n'y a pas vraiment de règle. Bien sûr qu'il y a une moyenne à 6 fois le chiffre d'affaires, une médiane, mais on ne voit pas qu'il y a un consensus. Pareil pour les sociétés de 3,5 millions de chiffre d'affaires, on voit qu'on est entre 0 et 20% du chiffre d'affaires. Donc, plus la société est petite, moins elle vaut cher, quasiment, on a l'impression. Parce qu'au-delà de 5 millions, on est même autour de 0,5% du chiffre d'affaires. Les valeurs de technologie, on est entre 3 et 5 fois le chiffre d'affaires pour les valeurs de technologie et on voit qu'il y a des différences suivant qu'on est sur une technologie de santé qui va se valoriser entre 5 et 8 fois le chiffre d'affaires ou les RH, l'alimentation, le marketing entre 2 et 3 fois le chiffre d'affaires. Et on voit aussi que les commissions et les abonnements valent plus cher que les sociétés de technologie, de services ou de e-commerce. La méthode des financements, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, ça, c'est la méthode souvent appliquée dans le LBO. C'est-à-dire le LBO, c'est la somme des financements. Pourquoi on arrive à une valorisation plus élevée dans le LBO, l'OBO, FBO, MBO, MBI? Parce qu'on va additionner dans le holding de reprise la somme des financements possibles. Et donc, si on voit qu'on peut mettre 3 millions de capital par l'acheteur, 3 millions par le vendeur, donc ça fait déjà 6 millions, plus 3 millions de dettes mezzanine, 3 millions d'obligations convertibles, ça fait encore 6, 12. 3 millions d'affacturage, 3 millions de leasing, ça fait encore 6, 18 millions. Plus 3 millions de financement BPI France, 3 millions de dettes bancaires, 3 millions de dettes in fine, 3 millions de compléments de prix, 3 millions de crédits vendeurs et 3 millions d'avances remboursables. Eh bien, on voit qu'on peut, en additionnant toutes ces 3 millions, atteindre peut-être 40 millions de valorisation. Donc,
en additionnant les valorisations, on obtient un prix plus élevé que si on fait simplement les multiples. Et très souvent, on voit que les acheteurs, quand ils se battent pour acheter une entreprise, eh bien, ils arrivent à un prix très élevé parce qu'ils se disent, bon, allez, finalement, pourquoi pas, je vais je vais acheter au prix maximal que je peux envisager parce que j'ai la capacité d'acheter à ce prix-là. Pareil dans un appartement. Pourquoi les prix des appartements sont aussi élevés? Parce qu'un acheteur va mettre toutes ses économies, toute sa capacité d'emprunt. Il va aussi aller voir son père, sa mère, ses cousins pour peut-être emprunter davantage d'argent et accepter de payer le prix parce que c'est l'appartement dans lequel il va vivre. Bon, des exemples de fonds d'investissement qui vont financer les opérations. Les avantages et les inconvénients de l'OBO. On a dit que c'était très intéressant parce que le prix était maximisé, mais aussi parce que ça permet à la fois de dégager du cash, de réduire son risque face à son patrimoine professionnel, de diversifier son patrimoine, de rester peut-être dirigeant ou pas, parce que ce n'est pas obligatoire, une fiscalité avantageuse, de vendre plusieurs fois la société, une fois tout de suite, et encore dans 4 ans, et encore 4 ans plus tard. Donc, on peut vendre 3, 4, 5 fois la société, et de bénéficier de l'effet de levier bancaire, financier, fiscal et juridique. Un exemple d'OBO, société qui vaut 22 millions d'euros, eh bien, dont j'ai parlé tout à l'heure, on a obtenu 9 millions d'euros de dette, 4 millions d'euros du fonds d'investissement, et le dirigeant a réinvesti 9 millions d'euros. Alors, c'était un petit peu différent de ce que je vous avais dit. Voilà, mais c'est les chiffres un peu plus réels que ce que j'avais donné tout à l'heure. Et donc, cash out, 13 millions d'euros. Contrairement aux acheteurs industriels qui avaient proposé initialement 5, 6, 7 millions d'euros. Voilà, toutes les étapes pour vendre une société et l'appel d'offres compétitif. Voilà des exemples d'opérations capitalistiques qu'on a pu faire récemment, ces derniers mois. ARDcom avec Evolem, c'est encore un autre exemple d'une société dans laquelle on a aidé le dirigeant à réinvestir au capital du holding de reprise. Il est resté dirigeant. On l'a aidé à se concentrer sur ce qu'il aimait faire, c'est-à-dire devenir directeur technique. Et on a identifié qu'il n'aimait pas gérer les ressources humaines, gérer les clients au quotidien, gérer les appels d'offres, gérer le marketing, la communication, l'administratif, la finance, tout ça. On a recruté 8 personnes pour faire ça à sa place. On a recruté un directeur général, on a recruté une assistante de direction, un chef de projet, 3 commerciaux. Grâce à ça, il peut se concentrer davantage sur la partie technique. Et depuis, d'ailleurs, on a en 6 mois doublé le chiffre d'affaires. On a déjà acheté plusieurs sociétés. Donc, on a encore augmenté très fortement la valeur de l'entreprise par rapport à ce qu'on avait fait il y a 6 mois. Donc, c'est une société de cybersécurité et d'infrastructure informatique. Copti, c'est un éditeur de logiciels. Pareil, on a fini en OBO. Com avec Anthony & Co, pareil, on a fini en OBO, alors même qu'au début, le dirigeant était très défavorable. Et D-Link Sendoc, oui, c'était aussi un OBO. Lucatech, non, c'était une opération industrielle. Donc, finalement, les dirigeants sont quand même restés actionnaires, donc c'est quasiment un OBO, mais le majoritaire, c'était clairement l'acheteur du Sacline. Fej, on a proposé l'OBO, mais finalement, le dirigeant ne l'a pas fait. Et quand finalement, il m'a dit 3 ans plus tard, j'ai fait une connerie de vendre à NSC, ils ont fait que des conneries. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait l'OBO? Il me dit, ah, mais parce que je n'avais pas compris ce que vous m'aviez expliqué. Donc, effectivement, on avait fait 8 réunions de travail pour expliquer c'était quoi l'OBO. Et finalement, je pensais qu'en 8 réunions de travail, il avait compris c'était quoi l'OBO, mais ce n'était pas suffisant. Donc, depuis cette opération, on fait encore plus de conseils, encore plus de réunions pour expliquer aux dirigeants comment ça marche. Les avantages, les inconvénients, etc. Calisco, avec IRDI, encore un OBO, un groupe d'écoles de commerce. On a aidé le management à monter au capital. Iscae, Connect Pro, encore un OBO. Et CityZ, Efalia, là, une session industrielle, parce que le dirigeant vendeur, Nadi Bouana, a dit totalement quitter l'entreprise parce qu'il avait été nommé ministre, sous-ministre
de la digitalisation de l'État français. Donc, il n'a plus le droit de rester actionnaire ni dirigeant de l'entreprise.